Bonjour à tous, bonjour à toutes. Retour donc du cercle du renouvellement spirituel, toujours dans l'état des lieux des spiritualités existantes. Nous nous approchons, je dirais, des spiritualités contemporaines. Il y aura plusieurs émissions consacrées à ces spiritualités. Et aujourd'hui, c'est Christian qui va nous présenter un certain nombre de spiritualités ou pseudo-spiritualités contemporaines. Je te laisse cède la parole, Christian. Merci. Donc, j'ai intitulé mon petit exposé Émergence d'une techno-spiritualité pour le XXIe siècle. Donc, un petit peu comme la charte de l'environnement de notre Constitution française, qui commence en disant le peuple français considérant que, bon, eh bien moi, je vais commencer mon exposé en disant considérant que, alors pas le peuple français, mais disons, l'orateur, le modeste orateur ici présent, considérant que une nouvelle spiritualité a émergé ou est en train d'émerger, en fait a émergé avec le début de la société industrielle, avec pour objectif de donner de la substance à une nouvelle religion qui serait basée sur des écritures saintes, donc selon le même schéma que le catholicisme ou l'islam, etc., etc., et avec également des prophètes à elle. Alors, moi je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, le livre global de cette spiritualité n'est pas encore complètement finalisé, mais le matériau existe déjà dans toute son intégralité, enfin avec ses différentes parties, et la question, c'est de savoir qui, comment, où va se réaliser cette finalisation. Et le support de cette nouvelle spiritualité, c'est la technologie. Alors, pour commencer à en parler, parce qu'on pourra en parler pendant des heures, comme je l'ai dit tout à l'heure, une spiritualité, elle commence à être diffusée par des prophètes. Donc, j'ai identifié 3 prophètes principaux qui s'appellent Herman Daly, Jérémy Rifkin et Yoval Harari. Voilà. Excuse-moi, Christian, est-ce que tu peux te reculer légèrement? Parce que Oui, tu es très près de la caméra et ça fait je suis très bizarre. près. Voilà. Voilà. Alors, est-ce que comme ça va mieux? Oui, oui, c'est parfait là, c'est bien. C'est parfait? Oui, c'est mieux. Alors, Daly, Rifkin et Harari. Dans l'ordre chronologique, hein, c'est-à-dire Daly le plus vieux, Rifkin et Harari le plus jeune, dans l'ordre chronologique croissant, mais décroissant en qualité. Hein. Daly est de meilleure qualité que Rifkin, qui lui-même est de meilleure qualité, Harari qui est de très médiocre qualité. Alors, on va commencer par Herman Daly, qui est né en 1938 à Houston, au Texas, et qui est mort en 2022. C'est un économiste américain et professeur de l'Université de Maryland. C'est véritablement son passage à l'Université Vanderbilt où il suit les cours de l'économiste Nicolas Georges Courwegen. Il devient d'ailleurs un disciple de Georges Courwegen. C'est ces cours qui marquent sa formation intellectuelle et qui commence là à développer une approche critique de la croissance économique qui prend son essor complet à partir de la fin des 30 Glorieuses. De 1998 à 1994, alors c'est très intéressant, il travaille en tant qu'économiste en chef pour la Banque mondiale. Donc là, il sort, disons, de la réflexion théorique pour entrer dans la pratique. Et c'est dans ce milieu opérationnel, je dirais au cœur du réacteur économique de la société moderne, qu'il s'aperçoit, de son point de vue à lui, que la théorie de Huygens, théorie de la décroissance inéluctable, pourtant scientifiquement démontrée par le maître,
Mais cette théorie, elle n'est pas recevable aux yeux et aux oreilles, non seulement des dirigeants, mais également du grand public. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il écrit à son maître cette phrase extraordinaire: les gens n'accepteront jamais l'idée de la décroissance. Et tout part de là. Autrement dit, pour être audible, il faut dire les choses que les gens, que le peuple, a envie d'entendre. Et on voit bien qu'on passe ici de la science exacte à l'illusion et à la religion. La religion, c'est dire les choses que les gens ont envie d'entendre. Alors, pour ça, il invente, il met en place le concept de l'état stationnaire comme alternative à la décroissance économique, tout en continuant toutefois d'affirmer qu'il ne peut pas exister de croissance durable. Donc, la croissance durable n'est pas acceptable aux yeux et aux oreilles du grand public. Il pense que le concept de l'état stationnaire, lui, va être acceptable. Alors, son livre majeur, c'est Steady State Economics, traduit en français par l'économie stationnaire, en 2018. Donc, on assiste après une première distorsion du concept de la décroissance inéluctable. En théorie de l'état stationnaire, on assiste à une deuxième distorsion qui va intervenir en 92 au sommet de Rio, auquel il participe, Dali, avec l'apparition du concept de développement durable. Donc, c'est deuxième distorsion. Premier détournement, économie durable, état stationnaire, s'est transformé en développement durable. On constate que le mot économie, qui, dans le cas de l'état stationnaire, disons, est compréhensible, c'est-à-dire économie durable, oui, état stationnaire, c'est une économie durable. Si on met développement durable, c'est plus un état stationnaire. Donc, c'est une deuxième distorsion. On passe donc de la décroissance inéluctable à la croissance éternelle par le biais du sommet de Rio. Alors, voilà pour le contexte général, c'est-à-dire, si on traduit ça en termes religieux, le paradis. Le paradis, c'est le développement durable. Alors, après avoir posé cette première base, ce premier fondement, le paradis, c'est la croissance éternelle, et c'est Dali qui l'a posé. On va voir maintenant les moyens, alors les prophètes qui ont, parce que Dali ne donne pas vraiment de moyens, quels sont les prophètes ensuite qui ont énoncé un certain nombre de moyens pour atteindre ce paradis. Alors le premier, c'est Rifkin, enfin le premier dans ma liste, c'est Rifkin, qui est né en 1945 à Denver dans le Colorado. Il est diplômé de la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie, qui est l'une des écoles de commerce les plus prestigieuses du monde, l'espèce de HEC américain. Son travail, ensuite, est basé sur une veille, une réflexion prospective, et porte surtout sur l'exploration des potentialités scientifiques et techniques nouvelles, les nouvelles potentialités de la science et de la technique. Alors, bon, après avoir, dans sa jeunesse, je dirais, fauté en militant contre la guerre du Vietnam, en organisant notamment en 1973 une protestation de masse contre les compagnies pétrolières suite à l'augmentation des prix de l'essence qui avait été provoquée à l'automne 1973 par un embargo sur la pétrole de la part de l'OPEP, il passe rapidement à des choses plus sérieuses et plus rentables. Alors, il faut signaler, avant de voir quelles sont ces nouvelles activités de Rifkin après ces frasques estudiantines, il faut signaler que Rifkin est aussi un ancien élève de Huygens, il a suivi les cours de Huygens, et que ça lui a inspiré un livre qu'il a appelé Entropie, une vision globale du monde, livre qui a notamment été postfacé par Huygens, postface dans laquelle le maître rectifie certaines approximations que Rifkin s'est permis dans son développement et clarifie certaines données, mais de façon assez bienveillante. Alors Rifkin, en 1977, il crée une fondation
de prospective qui s'appelle la Foundation of the Economic Trends, hein, c'est-à-dire voilà, les tendances économiques, qui prétend travailler sur les enjeux environnementaux, économiques, climatiques, des politiques publiques des États-Unis et des autres pays du monde. À partir de 1994, Rifkin devient maître de conférence à la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie, où il enseigne à des PDG, des cadres supérieurs du monde entier, les nouvelles tendances de la technologie. Et à ce titre, il sillonne le monde, il conseille régulièrement de nombreuses personnalités politiques et chefs de gouvernement. Il donne également moult conférences à $10 000 l'unité. Alors, Rifkin est présenté et est effectivement, point de vue objectif, le principal théoricien de la fameuse troisième révolution industrielle, qu'il présente d'ailleurs dans l'un de ses ouvrages éponymes. Troisième révolution industrielle, permettant notamment de répondre à long terme au triple défi d'une crise économique mondiale, de la sécurité énergétique et du changement climatique. Rien que ça. Alors cette troisième révolution industrielle, elle a été officiellement appuyée par le Parlement européen en 2007. Elle est actuellement mise en œuvre par divers organismes au sein de la Commission européenne. Il est fondateur et président de la Third Industrial Revolution Global Business Roundtable, table ronde permanente qui réunit des responsables et plus de 100 éminents spécialistes mondiaux de l'industrie des énergies renouvelables, des énergies ordinaires, des services énergétiques, des entreprises de construction, cabinets d'architectes, sociétés mobilières, entreprises de technologie de l'information et de la communication, de transport et de la logistique. Il donne des conseils auprès des collectivités. Il a notamment conseillé la Commission européenne et le Parlement européen, on l'a déjà dit. Il propose également, Rifkin, ses services aux villes ou aux régions qui souhaitaient développer le concept de la troisième révolution industrielle au sein de leur territoire. Notamment, à partir de 2009, Rifkin et son équipe, parce qu'il se déplace avec une équipe, ils ont mis en place des plans directeurs, des master plans, destinés à mettre en pratique cette troisième révolution industrielle pour les villes de San Antonio, Rome, Monaco, la province d'Utrecht aux Pays-Bas, etc., afin de favoriser la transition des économies de ces territoires. Alors, il a écrit un autre livre qui a également beaucoup été diffusé, The End of Work, la fin du travail, The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-Market Era. La fin du travail, le déclin de la force globale de travail dans le monde et l'aube de l'ère post-marché. Donc c'est un livre qui est paru en 1995, qui a connu un grand succès aux États-Unis avant de rencontrer le même succès en Europe, avec sa traduction de l'année suivante, préfacée dans son édition française par Michel Rocard, Premier ministre à l'époque. Alors ce livre, il a contribué à façonner les débats des années 90-2000 concernant les impacts de la technologie sur l'emploi et sur l'entreprise. Dans un monde où la croissance perdurerait et pourrait perdurer sans emploi. Jobless growth. Alors, Rifkin y prévoit, parce que c'est un prophète, une réorganisation, re-engineering, consistant à raccourcir la chaîne hiérarchique avec des logiciels et des systèmes informatiques qui remplacent les humains. Ainsi s'achève, selon lui, l'ère industrielle fondée sur le travail de masse, au profit d'une transition vers un troisième âge, celui de l'information partagée, révolution scientifique et technique, et surtout, ça c'est le gros pilier rifkinien, l'énergie, la production d'énergie décentralisée. Chacun fabriquant son énergie dans son logement grâce à une technologie ad hoc. Terminé le pic pétrolier, tout ça, ça n'existe plus. Alors, selon la Revue européenne de l'énergie,
c'est pas rien, la revue européenne de l'énergie. Aucun auteur ou penseur n'a eu autant d'influence sur les ambitions de l'Union européenne en matière de politique énergétique et climatique que Rifkin. L'association Union of Concerned Scientists a cité plusieurs des publications de Rifkin comme des références utiles pour les citoyens et consommateurs, et le New York Times, a déclaré que beaucoup de gens dans les domaines scientifiques, religieux, politiques, louent Rifkin pour une volonté de voir grand, soulever des questions controversées et en font un prophète social et éthique. Alors, certaines voix évidemment contestent cette idolâtrie. Récemment en France, différents intellectuels ont critiqué le concept de troisième révolution industrielle promu par Rifkin, et notamment Philippe Biwix, le porte-parole des low-tech, qui a qualifié Rifkin de solution high-tech, évidemment à l'opposé, lui, de son évolution low-tech. Biwix voit la technologie continuer, mais en mode low-tech, alors que Rifkin, lui, elle continue en mode high-tech. Alors, après le prophète scientifique, Herman Daly, et le prophète économique Rifkin, je vais parler maintenant du prophète charlatan qui s'appelle Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari, il n'est pas scientifique, il n'est pas économiste, il est historien, philosophe et auteur de best-sellers. 3 best-sellers, principalement, 3 seuls best-sellers d'ailleurs. Il y a Sapiens, sous-titré Une brève histoire de l'humanité, Homo Deus, sous-titré Une brève histoire de l'avenir, et surtout, pour ce qui nous concerne, 21 leçons pour le XXIe siècle. Voilà. Et puis, il a fait également, puisque c'est la mode maintenant, des essais en bande dessinée. Il a mis Sapiens en bande dessinée, voilà, un peu comme tout le monde s'y met, Jean Covici, etc. Bon. Alors, ces livres, ils sont quand même vendus à plus de 45 millions d'exemplaires. Ils ont été traduits dans 65 langues et il est considéré comme l'un des intellectuels actuels les plus influents de ce temps. Pas moins que ça. Alors, il est beaucoup plus jeune, puisqu'on a fait une chronologie ascendante. Il est né en 1976 à Haïfa, en Israël. Il a obtenu son doctorat à l'université d'Oxford en 2002. Et il est actuellement maître de conférence au sein du département d'histoire de l'université hébraïque à Jérusalem. En 2019, à la suite du succès de ses livres, Harari et Itzik Yahav. Alors, Itzik Yahav, c'est son époux du même sexe, également manager, auquel il dédie habituellement ses livres. Tous les deux, ils ont cofondé Sapiens Ship. C'est une entreprise, c'est une entreprise à la croisée du divertissement et de l'éducation. Alors bon, j'en sais pas plus sur cette entreprise. Le principal objectif, ce serait de concentrer le débat public sur les défis cruciaux auxquels le monde est aujourd'hui confronté. Donc, une ambition clairement annoncée. Alors, en 2018 puis en 2020, Harari a prononcé le discours inaugural sur le futur de l'humanité, lors des 2 réunions annuelles du Forum économique de Davos. Harari rencontre régulièrement les chefs d'État pour aborder différents problèmes internationaux. Il a participé notamment à des débats publics avec le chancelier autrichien Kurz, le Premier ministre des Pays-Bas Rutte, Premier ministre grec Mitsotakis, il a avec Macron, avec Angela Merkel, avec le président argentin Macri, le président allemand Steinmeier et avec le maire de Shanghai Ying Yong. En 2018, Harari a présenté la première conférence TED sous forme d'avatar numérique et en 2019,
un débat a été organisé entre lui et PDG Facebook Mark Zuckerberg sur la technologie et l'avenir de notre société. Alors, Sapiens, le premier livre, une brève histoire de l'humanité, c'est devenu un succès mondial. Le livre explique que l'argent est le système de confiance mutuelle le plus pluraliste jamais conçu et que le capitalisme est la religion la plus réussie jamais inventée. Il a figuré dans le palmarès des meilleures ventes du New York Times. Il est resté dans le top 3 du palmarès du Sunday Times pendant plus de 96 semaines. Sapiens a été recommandé par Barack Obama, Bill Gates. Après, bon, il y a les acteurs, Nathalie Portman. Mais pour le Guardian, Sapiens a révolutionné le marché de la non-fiction et contribué à populariser les livres intelligents. En 2016, il sort Homo Deus, une brève histoire de l'avenir. Ce livre a été acclamé par la critique et il examine les grands projets futurs auxquels l'humanité sera confrontée au XXIe siècle. Il annonce les 21 leçons. Et il pronostique notamment de nouveaux pouvoirs technologiques sans précédent qui devraient permettre à certains Homo sapiens d'améliorer artificiellement leur corps et leur esprit. Et en 2018, il publie 21 leçons pour le XXIe siècle, sous-titré « Quels sont les plus grands défis et les plus grands choix d'aujourd'hui ?» Alors, 21 leçons pour le XXIe siècle, par des idées qu'il a déjà explorées dans ses deux précédents livres, mais il précise ses pronostics pour la fin du siècle, en mettant notamment l'accent sur l'impact de la technologie dans notre vie quotidienne, mais également dans la vie politique, dans la vie sociale et dans la vie, dans la réflexion existentielle. Ça se présente un petit peu comme une version modernisée des 10 commandements. En fait, c'est un galimatia de banalité du genre, bon, je ne vous ai pas sorti les 21 commandements, mais grâce à la technologie, l'histoire n'a plus de fin. La fin de l'histoire, ça n'a plus de sens. L'emploi va disparaître. Bon, là, on a du Rifkin. Le big data est partout. On va vers une seule civilisation mondiale. Alors, très intéressant, Dieu est au service de l'homme. Donc, Dieu est asservi à l'homme grâce à la technologie. Alors, je vais y revenir dans la conclusion. L'un des 21 commandements, c'est tout change tout le temps. Voilà. Et puis, en fait, le 19e ou le 20e résume tout, c'est les algorithmes vont s'occuper de tout. Alors, petite conclusion, après la présentation de ces 3 prophètes qui dessinent ce que j'ai appelé l'émergence d'une spiritualité de la technologie. Ce qui frappe tout de suite, c'est qu'aucun de ces prophètes n'imagine, ne serait-ce qu'une seule seconde, la possibilité d'un déclin industriel. Alors, l'avenir, certes, est présenté comme étant semé d'embûches, bon, pourquoi pas, c'est le chemin de croix, mais au bout, il existe la possibilité, pour ceux qui auront bien suivi le catéchisme des prophètes, il y a la possibilité d'une vie meilleure grâce à la maîtrise de la technologie et notamment grâce à l'utilisation des algorithmes. Alors, la grande nouveauté, me semble-t-il, d'un point de vue de si on regarde avec le prisme de la spiritualité, c'est que le salut ne vient plus d'une entité supérieure, c'est-à-dire d'un Dieu, mais il vient de la maîtrise d'une architecture complexe issue du cerveau, du génie humain. Une architecture complexe, un ensemble de produits et de services technologiques. Donc la croyance, elle n'est plus dans l'existence d'un Dieu, qui va se traduire par l'amour de Dieu. Ma croyance, c'est l'amour de Dieu, mais dans la durabilité, donc l'existence de Dieu, oui, Dieu existe. La technologie scientiste, c'est la technologie va durer. L'existence de la technologie est durable.
Et donc, l'existence de Dieu, qui est indubitable, débouche sur l'amour de Dieu. La durabilité de l'existence de la technologie, qui est indubitable également, débouche sur l'amour de la technologie. Donc, on a un amour de Dieu qui est remplacé par un amour de la technologie. Et le futur est toujours menacé, bien sûr, dans cette... on a toujours l'eschatologie possible, mais ce futur peut être sauvé, justement, par le catéchisme technologique. Bon, voilà très rapidement la présentation de cette idée de la technospiritualité émergente dans notre XXIe siècle. Voilà, terminé. Merci Christian de cette présentation riche et je dirais novatrice, puisque ce sont des sujets qui sont assez peu connus. Bon, même si Harari est quand même un peu connu, Rifkin et Dali le sont beaucoup moins, malgré l'influence fondamentale qu'a Dali, justement, qu'a Rifkin, tu l'as bien montré, au travers des institutions, de l'institution européenne, des institutions communales, et notamment des déclinaisons que l'on peut voir, notamment à Paris, où on a réellement le sentiment que ce qui est mis en œuvre par Anne Hidalgo, par delà, je dirais, la volonté des citoyens, suit en définitive cette feuille de route tracée par Rifkin. Eberhard, est-ce que tu souhaites réagir à cette présentation? Disons que moi, bon, j'ai lu Entropie, mais il y a très longtemps, il y a peut-être 20 ans de ça, donc de Rifkin. Et ça m'avait l'air assez cohérent sur les problématiques plus tu produis d'énergie, même si elle est faite par des systèmes écologiques, plus tu réchauffes la Terre, quoi. De toute façon, on peut pas réduire, on peut pas faire de la négantropie. Ça me paraissait très cohérent. C'était un petit peu dans cette dimension-là que je me situais. Et on peut que, en quelque sorte, ralentir l'entropie en utilisant moins mais on peut pas l'inverser. Donc ça me paraissait très cohérent. Donc de Jérémy Rifkin quand j'avais lu ça. Et après, bon, moi, disons, mon boulot, juste pour mettre ça, j'ai jamais été un adulateur de science. J'ai fait de la biologie, de la chimie, mais c'était par dépit parce que j'aurais préféré faire de l'histoire, de la philosophie, de la géographie et tout. Mais comme mon père me disait que c'était une Brotlose Kunst, c'est-à-dire une science sans pain, en traduisant de l'allemand, donc j'ai fait de la biologie, la chimie. Mais en fait, je suis plus un homme donc de cerveau, malgré tout, même si certains scientistes et certains nouveaux de l'intelligence artificielle pensent que je suis complètement dépassé, tout ce que me présentait, c'était nouveau, hein, tout ce que me présentait Christian est assez nouveau. Je n'ai pas de commentaires parce qu'en fait, moi, ça ne me fait pas bander et je n'y crois pas 5 minutes. D'ailleurs, tout comme l'intelligence artificielle. Et tous ces gens qui croient que la science... Bon, c'est intéressant hein, de connaître leur point de vue, hein, mais c'est très bien justement que Christian me fasse une synthèse, parce que comme ça, je n'ai pas besoin de regarder ça de plus près. Je pense qu'il y a des points que les scientifiques oublient. Et surtout de cette époque qui croyait que l'Occident allait être éternellement dans cette croissance, croissance c'est bien politique. Vous vous rappelez aussi de comment il s'appelle, c'est pas Fukushima, c'est comment il s'appelle là, Fukuyama. Celui qui disait que c'était là, tu disais Fukuyama. Fukuyama, voilà, Fukuyama, c'est pas Fukushima parce que ça. qui prédisait la fin de l'histoire. Hein. La fin de l'histoire. Rien que cela. Même quand il développait ça. Quand il a développé ça, j'ai dit mon œil. Et les il est revenu dessus depuis, hein, parce que là, forcément. Il a fait des dégâts déjà. Il a déjà fait des dégâts avant.
Donc, il a fait croire que. Et il y a eu Xi qui s'est levé, et il y a Poutine aussi qui est levé, qui a dit va te faire enculer, pauvre petit. Excusez-moi du terme, je ne devrais pas l'utiliser. Non. Vous rigolez, parce que nous, on ne va pas vous faire le fin de l'histoire, parce que les États-Unis, bah, ils sont dans le déclin. Et d'ailleurs, il y a, je ne me rappelle plus, c'est Of Rise and Fall of, of Empires. C'est un Américain, alors il y a c'est je me rappelle plus son nom, c'est pas un Kennedy, non, c'est pas un Kennedy, mais c'est pas de la famille Kennedy. En fait, qui montre qu'en fait tous les empires ont commencé et ensuite ont décliné. Voilà. Donc bon, l'empire, je voyais déjà, gros comme une maison, qu'un empire qui n'a pas de culture, finalement, il a pu faire peut-être beaucoup de business, mais il déclinera. Et donc tous ces gens, hein, tous ces trois là dont vous avez parlé, ils se situent pas dans une situation de conflit je veux dire, interculturel, parce qu'il y a des conflits donc intergéopolitiques. Ils pensent qu'on peut continuer comme ça, et donc ils nous fabriquent des genres de trucs purement scientifiques, alors qu'ils ne se rendent pas compte qu'à un moment donné, ben, même ces structures peuvent être déboulonnées parce qu'il y a un conflit, et que c'est celui qui est le plus efficace à un moment donné du point de vue social et pas seulement technologique et géopolitique qui remporte et qui fait s'écrouler. D'ailleurs, ce qu'on assiste aujourd'hui, c'est la fin du système américain, et donc c'est la fin de ce scientisme qui peut être commencé par Rifkin. Ensuite, le deuxième, j'ai carrément oublié son nom. Tu me rappelles, Christian? Non, c'est le deuxième Rifkin. Ah, Rifkin, c'est le deuxième. Le premier, c'est Dali. Dali. Herman Dali. Voilà. Et le troisième, donc, c'est Harari. Voilà, Hariri. Là, Harari, qui est le plus connu quand même, hein, aujourd'hui, qui a un gros impact. Voilà, donc vache qui rit, donc voilà. Et donc, voilà. Donc en fait, ils n'arrivent pas à voir qu'on peut être déstabilisé, et notamment l'Europe, on le voit très bien, est complètement déstabilisée dans cette guerre ukraino-otanienne. Et voilà quoi. Voilà pour mes. Et donc, c'est tout l'aspect de l'esprit pur qui, à un moment donné, quand il est dans une situation, l'esprit pur l'homme redevient esprit, justement, quand il est insatisfait, quand il souffre trop fortement, et donc il veut inventer un autre monde que la science ne peut même pas imaginer à travers son scientisme. Et ces prophètes, ces pseudo-prophètes de très très bas niveau, quoi. Parce qu'ils s'intéressent jamais, en fait, ils s'intéressent jamais à la souffrance des êtres humains. Ils veulent s'en débarrasser. La preuve, c'est qu'il y en a beaucoup d'entre eux qui disent « c'est la fin de l'emploi, on va avoir la technologie qui travaillera à notre place ». Donc, restez assis, hein, comme disait l'autre, restez assis devant vos écrans, la technologie s'occupe de tout. J'en ai terminé. Merci Eberhard. Oui, c'est tout à fait ça. Et je dirais, il n'y a pas d'homme dans leur... il n'y a que de la technique. C'est pas du scientisme, hein. Ils ne sont pas pour la science, ils sont pour la technique. C'est pas la même chose, hein. Très important. Hein. Ils ne sont pas dans la science, c'est pas du scientisme, c'est vraiment du technicisme. Et c'est très important de bien faire la différence, justement. Parce que dans les sciences, il y a des sciences humaines, notamment. Des domaines qu'ils ignorent totalement, royalement. Et même les domaines dont ils disent s'occuper et connaître, ils ne les connaissent pas. Par exemple, ils parlent d'intelligence artificielle. Moi, j'ai suivi des cours d'intelligence artificielle il y a une dizaine d'années maintenant, parce que ça m'intéressait, je voulais savoir, j'avais fait des cours d'informatique, j'avais eu des diplômes d'informatique, et j'ai voulu savoir, me mettre un petit peu, parce que ça bouillonnait un petit peu. Et en fait, au CNAM, il y a deux filières, on va dire, hein, deux branches. Il y a le branche reconnaissance de forme, et ce que font toutes les choses comme Google, etc., ce n'est que de la reconnaissance de forme. On reconnaît votre photo. Ce que fait ChatGPT, là, ce n'est que de la reconnaissance de forme. Et vous sauriez comment ça fonctionne, mais c'est d'une bêtise à l'intérieur, hallucinante. Ah bon? Oui. Oui. C'est d'une bêtise hallucinante. C'est-à-dire, tu sais comment ça marche? C'est en fait, il regarde les mots, et les suites de mots, et il regarde dans... En gros, c'est des grosses statistiques. Il y a une vidéo d'un Français, d'ailleurs, qui a été invité sur France 5 et tout ça, il n'y a pas très longtemps, qui explique en fait que c'est vraiment nul, quoi.
il regarde des suites de mots, et il regarde sur Internet, donc il s'est alimenté avec ça, pour voir quelles sont les suites de mots qui suivent le mieux après. Statistiquement. Et donc, il construit des trucs comme ça. C'est-à-dire qu'il comprend absolument rien à ce qu'il fait, quoi. C'est hallucinant. Et ça s'appelle de l'intelligence. Et donc ça s'appelle de la reconnaissance de forme. Au CNAM, dans les cours, il y avait bien une distinction qui était faite. On dit, avec tout ce qui est réseau de neurones, etc., qui existe depuis très longtemps, mais qui n'avait pas les données suffisantes pour être alimenté et corrigé, surtout. Et donc, c'est ce qui a changé. Alors après, il y a eu quelques améliorations, parce que ChatGPT, c'est de la reconnaissance de forme, mais générative. Mais fondamentalement, ça ne change pas le truc. Et il y a le domaine, réellement, de l'intelligence artificielle, dans lequel on a fait à peu près 0 progrès depuis les 70 dernières années. C'est les profs du CNAM qui disaient ça, parce que, et c'est bien, c'est très, très, très clair. Donc, voilà. Et donc, je vous invite, je le mettrai peut-être dans le chat, celui qui... Donc, ce technicisme, cet amour de la technologie, et même plus que de la technique, de la technologie, en définitive. Ce qui est important dans les technologies, c'est pas qu'elles soient meilleures ou moins bonnes, c'est qu'elles soient nouvelles. Dans l'informatique, je reprends le métier, puisque c'est mon métier, on parle de nouvelles technologies. Est-ce qu'elles sont meilleures ou moins bonnes qu'avant? Généralement, elles sont plutôt moins bonnes, d'ailleurs, parce que ça permet de faire des grands... Quand on fait des grands pas en arrière, ça permet de se redonner une marge de progression, de revendre du conseil, de revendre des nouveaux logiciels qui font des choses identiques à ce que vous faisiez précédemment, mais de façon différente, c'est tout. C'est ça. C'est exactement ça. Donc ça, effectivement, ça pourrait s'appeler du développement durable. Tu refais toujours la même chose, mais un petit peu différemment. Tout à fait. Alors, si c'est ça le développement durable, bah oui, c'est sûr, ça peut peut-être durer. Enfin, sauf que ça consomme de l'énergie, ça consomme énormément de ressources, malgré tout, de faire ça. Et c'est risible, je dirais. Alors, effectivement, il y a une vraie croyance en la technologie. Je pense que c'est une croyance qui est quand même extrêmement répandue. Moi, quand je disais dans une émission avec Akina que la prochaine étape, ça sera l'intégration de ces machines dans le corps humain, il y a plein de gens qui sont pour ça. Y compris toutes les personnes qui sont dans les transports ou n'importe quoi et qui sont rivées sur leur bidule, vous leur dites demain, cette machine-là, on peut l'intégrer dans votre corps, 80% va dire oui. On en est là quand même aujourd'hui. Donc il faut quand même en être conscient. Et c'est en cela que ça a un côté réellement religieux. Alors, j'ai été surpris malgré tout que tu ne cites pas, bon peut-être ça sort un peu du cadre de ça, que tu ne cites pas Heidegger qui place la technique comme le centre du moteur de l'évolution humaine. Ça fait écho à ce qu'on discutait précédemment. Donc lui, il passe la technique comme le cœur de l'évolution humaine. Et les critiques qu'a pu en faire notamment Jacques Ellul, qui justement démonte en définitive en fait l'inhumanité totale de ce technicisme. Et je dois faire d'ailleurs une émission sur ce sujet que je ferai... parce que il faut, et j'ai un certain nombre de réponses par rapport à cette question du technicisme, mais je n'ai pas encore eu le temps de le travailler. Donc voilà ce que j'aurais à dire sur ça, mais c'est sans doute effectivement. Alors c'est en train de s'écrouler, comme tu es en train de le dire, Jean-Charles Eberhardt. Puisque, effectivement, on voit bien que ces armes magiques, au fond, c'est les mêmes... Et si je cite Heidegger, c'est pas non plus un hasard, parce que les nazis, ils avaient les Wunderwaffen. Ouais, voilà. Merci, Eberhard. Qui pensaient qu'avec ça, ils allaient faire qu'ils vont gagner la guerre, etc., la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a pas de... C'est pas ça. C'est la puissance industrielle, justement, qui fait la capacité et l'élan humain. Et tu sais ce que ça veut dire? Et derrière la puissance industrielle, c'est les forces productives. C'est-à-dire les forces productives, c'est les hommes aussi. Wunder, c'est miracle. Oui, miraculeuse. Les armes donc miraculeuses. Voilà, on est dans le religieux. Voilà.
des armes miraculeuses. Voilà. Et l'idéologue des nazis, c'était Heidegger. Et on est complètement dans cette filiation, en définitive. Et tout à fait explicitement. Donc, c'était vraiment, véritablement, pour un vrai renouvellement, je pense que c'est vraiment sans doute l'ennemi. Moi, pour moi, je le vois comme ça. C'est l'ennemi, le concurrent spirituel auquel nous avons à faire face, principalement aujourd'hui. Mais il va se détruire par lui-même. Parce qu'une fois que les conditions géopolitiques seront différentes, on se rendra compte qu'en fait, ça ne sert pas à grand-chose. Il y a une anecdote qui disait, à propos de la guerre en Ukraine actuellement, il y a des chars français là, qui sont sur 4 roues, là, je ne sais plus comment on les appelle, les machins, les AMX-10. trucs. Eh bien, les pilotes ukrainiens, un jour, il y en a un qui est tombé en panne parce qu'il y avait un voyant rouge qui empêchait qui désactivait le char. Parce que les concepteurs de logiciels, donc, parce que c'est truffé d'électronique dedans, eh ben, ils avaient mis des voyants à l'intérieur et le char ne pouvait plus fonctionner. Et il est tombé en panne. Et les Russes ont cru que c'était un piège. Et quand ils sont rentrés dedans, ils ont remarqué qu'en fait, que ce char était en alerte, comme quoi il ne pouvait plus tourner. Donc, en fait, la technologie se détruit par elle-même. Donc, il y a une autodestruction, en fait, de la soi-disant fonctionnalité qui est cherchée. Donc, en fait, un ennemi, mais dans une situation réelle, quand c'est truffé de technique, hein, tu avais raison de me recorriger, c'est l'idolâtrie de la technique et non pas de la science. C'est effectivement de la technique qu'on croit que c'est comme les voitures. Maintenant, tu as des warnings partout et ils te mettent en sécurité, hein, comme tu dis, et tu n'as plus le droit de rouler, quoi. C'est ça. Oui. Christian, pour une conclusion. Bon, une conclusion, je ne sais pas. Pour conclure, tout du moins. Pour conclure. Bon. Alors, je valide, bien entendu, et vous avez eu raison de le faire, le soulignement de la différence qu'il y a entre la science et la technique. Et là, on parle bien d'idolâtrie de la technique et pas d'idolâtrie de la science. La technique, en fait, elle est productrice d'objets qui sont des objets qui vont nous amener au paradis, qui vont nous rendre la vie meilleure. Cette technique est possible grâce à la science, mais ça, je veux dire, l'utilisateur ou le paroissien, on appelle comme on veut, n'en a pas la connaissance. Hein. Bon, il ne voit que l'outil, que l'objet, que le bien ou le service, bien ou service, qui est des technologies de service également. Alors, par contre, je ne partage pas votre optimisme sur le fait que tout ça est en train de s'écrouler. Je pense. Alors, bon, quel est l'ennemi ou quel est le virus fatal que porte en elle la technologie et qui va l'amener à s'éteindre d'elle-même? Bon. À mon avis, c'est toujours pareil, ce sont les ressources naturelles finies. Parce que la technologie, on passe de la science à la technologie avec des ressources naturelles finies. C'est les ressources naturelles énergétiques plus les ressources naturelles minérales, la fameuse association industrielle, matière et énergie, qui va permettre à la technologie de fabriquer des outils miracles, de fabriquer l'intelligence artificielle, de fabriquer les robots. Et donc, ça n'est que la disparition, donc la décroissance inéluctable, ce n'est que la disparition des composants de ces produits technologiques qui vont amener la fin de la technologie et rien d'autre. Ce ne sera pas la volonté du peuple, ce ne sera pas une contre-spiritualité qui va dire arrêtez d'utiliser les smartphones, etc., arrêtez d'utiliser les algorithmes. Il ne se passera rien de tout cela. Il n'y aura aucun volontarisme. Il y aura une contrainte par la raréfaction et donc par la disparition de la disponibilité en matériaux de base permettant la réalisation
de la technologie qui mettra fin à cette technologie. Donc, alors, on peut toujours bien sûr rêver d'une action volontariste qui va hâter la survenue de cette fin de la technologie, mais à la limite, il suffit d'attendre et ça va s'éteindre tout seul. Alors, hâter ou accompagner. Je pense que après, je pense qu'ils peuvent quand même aller très loin encore dans la barbarie, si tu veux. Je ne sais pas si certain que ça, tu vois. Il y a encore, je pense, des potentialités et des potentialités de barbarie, justement, qui, justement, avec le transhumanisme, avec les robots, avec tout un tas de choses, quand même, qui permettront, voire, je rappelle quand même qu'il y a l'arme nucléaire, hein, qui est quand même une épée de Damoclès au-dessus de l'humanité. Lorsqu'on est ainsi dans la croyance d'être dans le camp du bien, comme ils disent, etc., hein, on peut aller très très loin. On peut aller très très loin, sachant que ces gens, quelque part, sont également nihilistes. Ah si, ils sont nihilistes. Bah, par exemple, ils ne font pas d'enfants. Hein. C'est des gens qui ne font pas d'enfants, qui sont... et ça, c'est un des exemples du nihilisme. Donc, je pense quand même que je ne partage pas ton optimisme sur le fait que ça soit inéluctable. Alors, certes, ça sera inéluctable, mais le terme risque d'être rattrapé. Et je pense que c'est pour ça qu'une démarche d'accompagnement volontariste, pour le coup, peut nous permettre quand même bien des déboires, voire un déboire absolu. Donc, je pense quand même que malgré tout, c'est quand même nécessaire de... Et d'ailleurs, si tu pensais qu'il suffisait de s'asseoir et d'attendre que le cadavre de son ennemi passe, comme dirait Lao Tzu, bah, il suffirait de s'asseoir au bord de la rivière et puis on va attendre que le cadavre passe. Hein. Le fait que tu participes ici et ailleurs dans d'autres trucs, je pense que on sent bien que l'action humaine est nécessaire. Je ne partage pas, mais je respecte. Non, si je participe, c'est pas que je crois que l'action humaine, je participe pour le plaisir de confronter mes réflexions avec d'autres réflexions. C'est le seul motif. Très bien. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Eberhard, à moins que tu veuilles y rajouter un truc. Juste les artistes qui ont prévu tout ça, hein, je veux dire, juste parler de George Orwell, de Aldous Huxley, avec leurs œuvres, hein, qui étaient déjà en avance et qui voyaient arriver tout ce qu'on a. Donc c'est pour ça que je voulais parler de la partie culturelle, donc artistique et tout, qui, en les écoutant bien, nous faisait arriver là. Et même, je pense même que certains ont voulu profondément dans ceux qui veulent nous opprimer, ils se sont dit, bah, chiche, on va leur faire du 1984 ou le meilleur des mondes. C'est bien possible. Ça sera le mot de la fin. Merci à tous les deux.